Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le retrait des forces serbes au centre des discussions à Blaché entre généraux de l'OTAN et de l'armée yougoslave. Il ne resterait que des points de détail. Le déploiement d'une force de paix pourrait commencer dès lundi. La crise de la dioxine prend de l'ampleur. En Belgique, les rayons des magasins continuent de se vider. Publication d'une liste noire et déclaration du Premier ministre qui tente de rassurer. La campagne pour les européennes à 8 jours du scrutin, les derniers sondages. Invité de ce journal, François Hollande. Et puis Roland Garros, la très belle victoire de Steffi Graf qui pour la 6e fois remporte la finale en battant la jeune génération Martina Hingis, tête de série numéro 1. Le gros titre de l'actualité de ce samedi avec la rencontre entre officiers yougoslaves et militaires de l'OTAN. Plusieurs heures d'entretien serrés pour mettre au point les modalités du retrait des forces serbes du Kosovo. Des discussions qualifiées de très professionnelles. Sur place, nos envoyés spéciaux à Blaché en Macédoine, Dorothée Oliéric, Raymond Chaplard. Les soldats de l'OTAN patrouillent depuis le lever du soleil. Tous attendent la délégation serbe. Les heures passent, elle n'est pas au rendez-vous. Le petit restaurant macédonien s'appelle l'Europe. C'est ici que les généraux serbes et les généraux de l'OTAN doivent signer l'accord militaire. Le retard des Serbes, dit cet officier britannique, montre qu'ils ne prennent pas les choses aussi sérieusement que nous et c'est dommage. Quel état d'esprit de vous, mon général? Confiant. En fin de matinée, les représentants de tous les contingents de l'OTAN sont arrivés. Et c'est cet homme, le général britannique Mike Jackson, qui doit faire signer les Serbes. Il est l'homme de la paix, celui que l'OTAN a désigné pour commander la future force de paix au Kosovo. Quelques minutes plus tard, la délégation yougoslave, tant attendue, arrive en territoire macédonien. Le chef de l'état-major de l'armée serbe n'est pas là, pour cause d'inculpation, pour crime contre l'humanité. Son adjoint non plus, pour cause de sécurité, sont venus les seconds couteaux. À 17 h, la délégation yougoslave quitte le restaurant Europe, où, de sources militaires, les discussions sont très professionnelles entre les militaires de l'OTAN et les Serbes. L'accord militaire n'est toujours pas signé. Il y a quelques points de détail qui posent problème. La délégation serbe doit revenir. Et en direct de Macédoine, Dorothée Oliéric, on vient d'apprendre que les militaires yougoslaves et la délégation de l'OTAN reprendront leurs discussions demain. Apparemment, on a bien avancé et il n'y aurait plus qu'à clarifier des points de détail. Oui, tout à fait. Ils doivent se retrouver donc demain, plus précisément à 8h30 demain matin, sur une base de l'OTAN à Kumanovo. Donc si ça a été interrompu, ces discussions, c'est tout simplement ces quelques points de détail. Alors quels sont-ils? On n'a pas vraiment de réponse, mais on peut imaginer. Il s'agit de discussions sur un accord militaire qui doit donner les modalités techniques du retrait serbe. Donc en fait, il s'agit de points très militaires, très pointilleux presque. Alors des exemples, on parle de les Serbes doivent-ils se retirer avec ou sans uniforme, quel type d'armement doit partir en premier, ou encore quelle route, quel délai, quelle zone. Donc ce sont des petites choses comme ça, semble-t-il, qui posent problème. Mais donc après, en admettant que l'accord soit signé demain, parce qu'on est tout de même optimiste ici, et bien après tout peut se passer très très vite. Le processus de retrait doit être contrôlé par les forces de l'OTAN. Si ça se déroule, si c'est vérifié, donc le retrait... Quelle route, quel délai? En fait, donc après, les militaires vont contrôler et vont rentrer sans doute très rapidement au Kosovo pour vérifier, pour sécuriser. Et on parle d'abord des Britanniques qui seraient les premiers à rentrer au Kosovo pour sécuriser la zone. Merci de ces précisions, Dorothée Oliéric. Voyons maintenant dans le détail selon quelle mécanique devra s'opérer le retrait des forces serbes et suivant quel calendrier va-t-on avancer vers les premières opérations de paix. C'est le général britannique Jackson qui a toutes les cartes en main. François Cornet. Les premières troupes de l'OTAN à entrer au Kosovo viendront de ces contingents déployés en Macédoine. Au total, quelques 50 000 hommes d'une trentaine de pays. Ce chiffre n'inclut pas la Russie avec laquelle aucune discussion n'a encore eu lieu avec l'Alliance. 16 000 soldats de pays de l'OTAN formeront l'avant-garde de l'ACFOR et ont été mis en état d'alerte sous 24 heures. Les pays alliés fourniront le gros de l'effectif global. Grande-Bretagne, 13 000 hommes, États-Unis, 7 000, France, 6 000, Allemagne, 6 000, Italie, 2 000, Espagne, 1 200, Belgique, 1 100.
La première exigence de l'OTAN porte sur la désactivation de ces éléments de défense antiaérienne serbe au Kosovo, de façon à permettre aux avions de reconnaissance de l'Alliance de suivre à basse altitude le retrait des forces et des armements lourds yougoslaves. Il reste au total quelques 200 chars après la centaine détruits par les raids menés depuis le 24 mars. Les unités militaires, paramilitaires et les forces de police serbes, quelques 40 000 hommes, selon les estimations de l'OTAN, devront entamer leur retrait selon un ordre établi à l'avance et suivant un itinéraire précis qu'elles devront suivre scrupuleusement pour regagner leur casernement en Serbie. Les Serbes devront fournir à l'ACFOR toutes les informations concernant les emplacements minés ou piégés au Kosovo. Dès l'amorce du retrait, l'ACFOR entrera au Kosovo sur les talons de l'armée serbe, selon les termes de l'OTAN, pour éviter une éventuelle intervention de ces combattants de l'Utcheka contre les forces serbes durant leur repli. L'Alliance espère que tout le monde jouera le jeu. Que tout le monde joue le jeu, ça va de soi. Notre focalisation immédiate est bien sûr sur le retrait des forces serbes, qui est la condition sine qua non, n'est-ce pas, de toute paix et de toute solution politique à l'avenir pour le Kosovo. À Belgrade, sans attendre la suspension définitive des frappes de l'OTAN, l'ambiance dans les rues de la capitale serbe pour ce premier week-end sans bombardement. Pas de sentiment euphorique, mais simplement la vie qui reprend son cours. Gérard Grisbeck, Emmanuel Beck. Le premier mariage de l'après-guerre. Toute la matinée à Belgrade, les mariés de la paix ont sillonné les rues au son des klaxons. Le repas a été bien arrosé. Chacun essaye d'oublier les bombardements. On aura tout le temps d'en reparler dans les jours qui viennent. Pour le moment, c'est la pause du bonheur. Nos invités ne seraient pas si heureux si on était encore en guerre. Cette guerre d'ailleurs qui n'aurait jamais dû exister. On se serait marié même sous les bombes. Encore du folklore, mais cette fois sur la place de la République où pendant toute la guerre, des concerts ont rassemblé ceux qui voulaient défier l'OTAN. Au fil des semaines, ils étaient de moins en moins nombreux. Le plus important, c'est que la guerre s'arrête et que l'armée se retire du Kosovo. J'ai protesté contre les bombardements avec des chants et des danses, mais aujourd'hui je suis tellement heureux que je ne trouve pas les mots. À Belgrade, tout le monde est soulagé, mais il va falloir maintenant panser les plaies de toute nature et affronter la réalité d'un pays à genoux. Au plan politique, après l'acceptation par Slobodan Milosevic du plan de paix, l'ouverture dans le pays d'une crise dont on ignore encore l'ampleur. Gérard Grisbeck, vous êtes à Belgrade. En fin d'après-midi, je vous ai demandé quelle signification peut-on donner à la démission annoncée du Parti radical serbe. Le Parti radical est un parti nationaliste d'extrême droite très important puisqu'il a plus de 80 députés au Parlement. Son chef, Vojislav Šešelj, est très lié aux groupes paramilitaires qui ont commis des exactions au Kosovo. En quittant le gouvernement, il cherche à récupérer tous les déçus du plan de paix, tous les jusqu'au-boutistes qui avaient cru dans le discours du président Milosevic. Mais il cherche également à devenir le porte-parole des Serbes du Kosovo qui, pense-t-il, devront quitter la région après le retour des réfugiés albanais. Mais son discours a également une influence au sein de l'armée. Une armée traumatisée par cette capitulation après les défaites en Bosnie et en Croatie de ces dernières années, même si la haute hiérarchie militaire reste fidèle au régime. Alors, dans les semaines qui viennent, le président Milosevic devra gérer cette nouvelle crise politique. On pense généralement qu'il devrait faire rentrer dans le gouvernement le mouvement de Vuk Drašković qu'il avait évincé il y a 1 mois et demi. Le Haut Commissariat aux réfugiés se prépare à organiser, planifier et encadrer le retour des Kosovars chez eux. Il faudra de la patience, des semaines, voire des mois. Une tâche considérable qui commence par informer au mieux l'ensemble des familles installées dans les camps, tout en continuant bien sûr à assurer le travail d'assistance. Patrice Romden, Gilles Jacquier. Priorité à l'information. Le retour prendra des semaines. Les réfugiés ont compris qu'il n'est pas d'actualité. La chose la plus importante pour eux, c'est qu'ils comprennent ce qui se passe actuellement. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre le texte de l'accord de paix. On a la version en anglaise, on aura la version albanaise demain, c'est ce qui est expliqué ici. Et je ne vais pas commencer d'ailleurs à leur donner des informations sur le retour tout de suite, d'informations concrètes. C'est encore trop tôt. Hein. Et pour cause, le HCR ne maîtrise pas l'échéancier. Il est tributaire de la Force internationale de paix qui doit d'abord se déployer au Kosovo et le sécuriser.
Son action dépend aussi des dégâts qu'il faudra évaluer avant de réparer. Il faut prendre aussi en considération le fait qu'il y a un nombre très important de Kosovars déplacés à l'intérieur du Kosovo et que vraisemblablement ce sera la première catégorie de Kosovars à aider avant les réfugiés qui retourneront par la suite. Puis viendra l'enregistrement des réfugiés privés de papier, mais il faudrait pour cela que la bureaucratie albanaise associée à l'opération donne son feu vert. Le HCR, lui, se dit prêt. Les personnes viendront s'enregistrer une, par famille, et une photo sera prise du chef de famille et de la personne dont la carte sera faite à ce moment-là, avec une signature électronique également. Un code barre qui contiendra toute l'information sur la date d'arrivée, le lieu d'origine au Kosovo. En attendant, l'urgence se conjugue au présent. En dépit de l'annonce d'un cessez-le-feu, le HCR encourage toujours les réfugiés à quitter Kukës. Les choses se passent au cours de réunions comme celle-ci et changent d'argument. Si on s'en va, dit celui-ci, ça nous rappellera le départ du Kosovo. Et c'est trop d'émotions. Et puis il y a ceux qui s'inquiètent de l'état des routes, ceux qui ne veulent pas abandonner leur tracteur, ceux dont le frère a trouvé un emploi d'interprète. À chacun, une réponse appropriée. La tâche semble insurmontable, mais le HCR mise sur un phénomène observé en d'autres occasions, l'effet d'entraînement. Il suffit que quelques familles se décident pour que d'autres suivent. Et de fait, quelques personnes signalent aujourd'hui qu'elles sont candidates au départ pour le sud de l'Albanie. Cela prouve que le HCR poursuit le travail entamé il y a maintenant près de 3 mois. Pour le reste, pas de précipitation et attendons de voir ce qu'il va se passer, car la météo militaire et diplomatique est souvent capricieuse dans la région. François Hollande, bonsoir. Avant d'aborder peut-être plus en fin de journal la campagne pour les européennes, 2-3 questions concernant justement cette paix en marche au Kosovo. On a le sentiment peut-être que pour la première fois, c'est un vrai succès de la diplomatie européenne. C'est vrai, c'est une victoire de l'Europe. Alors c'était une victoire longue, beaucoup plus longue que ce que l'on avait pu imaginer, mais c'est l'Europe qui avait pris l'initiative, souvenez-vous-en, de la diplomatie au moment de Rambouillet. C'est l'Europe qui a pris ses responsabilités lorsqu'il a fallu agir, et agir difficilement, cruellement même, à travers ses frappes. Et souvenez-vous, il y avait 3 options qui étaient proposées. Soit de ne rien faire, certains nous le demandaient, ne faites rien, attendez, laissez Milosevic agir. Agir, c'était l'épuration ethnique. D'autres qui nous disaient, mais non, il faut agir, mais par une intervention terrestre, par une guerre au sol. Et puis les Européens ont pris, je crois, la bonne décision, c'est-à-dire de faire une pression militaire, sans doute, à travers des frappes, mais aussi une pression diplomatique. Et c'est quand même le président finlandais qui obtient l'accord du régime serbe. Alors, on est loin quand même de l'Europe de la défense qui vous est chère. On ne va pas se raconter d'histoire. En revanche, peut-être que là, il y a l'émergence d'une conscience européenne, en quelques mots. L'Europe a été forte politiquement, il faut qu'elle soit forte militairement, parce que la leçon du Kosovo, c'est qu'on a été dépendant de l'OTAN, dépendant des États-Unis, qu'il faut maintenant être capable d'assurer notre sécurité seul, et même sur le continent. C'est un coût, c'est un prix. Dominique Strauss-Kahn disait le mois dernier, si les États-Unis financent la guerre, il sera normal que l'Europe finance la paix. C'est ce qui va se passer. Oui, alors il y a sans doute le financement de la paix, ça c'est ce qu'il faut faire pour aider les réfugiés d'abord à revenir chez eux, c'est l'objectif, et deuxièmement à aider la reconstruction des Balkans, pas simplement de la Serbie, mais de l'ensemble de cette zone géographique. Je crois en revanche, pour l'Europe de la défense, on peut dépenser mieux, et c'est ce qu'il faut faire. Et nous verrons. Merci, vous restez avec nous. L'autre grand sujet de préoccupation et qui dépasse le cadre de la Belgique, c'est l'affaire de la dioxine, une crise qui ne cesse de s'aggraver, même si les autorités belges tentent de minimiser les faits en indiquant qu'il n'y a pas de contamination générale. La population s'inquiète et trouve difficilement à se ravitailler l'esprit tranquille. À Bruxelles, Yann Fronty, Joseph Bachtik. Saucisses, boudins ou encore steak haché, en principe tous ces produits auraient dû être retirés aujourd'hui, interdits à la vente. En principe seulement, puisque cet après-midi dans les supermarchés, la confusion régnait. Aucune liste détaillée, peu d'indications pour savoir quoi acheter, seuls quelques rayons interdits d'accès. Difficile alors pour le consommateur belge de s'y retrouver. Oui, j'ai jamais autant lu les étiquettes, à part ça, oui, enfin, moi je suis pas tout à fait confiant quand même. Ça vous inquiète? Mon épouse est enceinte, alors forcément on regarde 2 fois plus les étiquettes et les origines des produits. En réalité, malgré les mesures décidées hier, chaque commerçant prend lui-même ses décisions. Ici, dans cet autre supermarché de Bruxelles, la vitrine de ce boucher est pratiquement la même que celle d'un jour ordinaire. Apparemment, en toute légalité.
Nous avons encore reçu un fax ce matin, de la centrale, qui prouve que les viandes sont bonnes, quoi. Il n'y a pas de dioxine ici, là. Tout a été contrôlé, quoi. Hier, pourtant, après une réunion marathon de plusieurs heures, Jean-Luc Dehaene, le Premier ministre belge, annonçait des mesures exceptionnelles, interdisant l'abattage, le transport, mais aussi la vente de toutes les viandes belges. Le paradoxe est que, en fait, il s'agit d'une contamination limitée, mais qu'il faut pouvoir circonscrire pour assurer le marché. Seul aspect clairement défini aujourd'hui, les différents degrés de responsabilité. À l'origine de cette affaire sans précédent, une société belge, Verkest, située près de Gand, qui aurait fourni des graisses contaminées à 10 fabricants d'aliments pour bétail. Au total, ce sont désormais 470 élevages de volailles, 540 élevages de porcs et 150 élevages de bovins qui sont officiellement contaminés. Et la France, dès hier, a annoncé un embargo total sur les produits en provenance de Belgique. Les contrôles routiers à la frontière se multiplient. 5 camions, pour la seule journée d'aujourd'hui, possédaient une cargaison illicite. À Stanford, à Numurg, Patrick Verstorm. Ce camion vient de Belgique. Il a été saisi par les douaniers. Ce matin, le chauffeur a tenté de rentrer illégalement en France. Dans la citerne, ces douaniers ont découvert de la farine animale, une farine destinée aux poulets français. Elle pourrait être contaminée. Quelques kilomètres plus loin, un autre poste frontière. Là, ce sont 18 tonnes de fromage belge qui ont été saisies. Marchandise suspecte. Donc on attend donc le vétérinaire pour confirmation et puis ensuite ça ira à la destruction. Le fromage, un des nombreux produits frappés d'embargo, le chauffeur comme son patron prétendent l'ignorer. Non, ça ne rien du tout. De la viande et tout ça, oui, des œufs, oui, mais pas ça. On n'a rien dit à nous. Le fromage, oui. Il est dérivé des bovins, donc c'est interdit. Oui, mais ça c'est fou. Ça c'est fou. Oui. Bonjour. Le patron râle, les douaniers, eux, s'attendent à consigner encore d'autres camions. Ici, le trafic est dense. Un poids lourd toutes les minutes. La liste des produits belges interdits en France, plutôt conséquente. Tous les produits animaux, qu'ils soient vivants, qu'ils soient en viande, plus tous les dérivés des produits animaux, qu'ils soient sous forme de composition du style cassoulet ou des choses comme ça. Enfin, tout ce qui peut être une préparation animale. Pour débusquer ces produits, contrôle à la frontière, mais pas seulement. À moto, ces douaniers peuvent intercepter n'importe quel camion, ici, sur l'autoroute Lille-Paris. Ah oui, mais vous êtes passé à frontière quelque part, vous avez des douaniers. Oui, regardez. Son chargement est conforme, ce chauffeur belge pourra repartir. Fraudeurs et douaniers vont maintenant se livrer au jeu du chat et de la souris. La frontière compte plus de 300 points de passage, certains comme celui-là. Nous sommes en Belgique, nous venons de passer en France, et pourtant vous n'avez rien vu, ni poste frontière, ni douanier. Et l'Union européenne met en cause la France qui aurait réagi bien tardivement dans la crise de la dioxine puisque le gouvernement aurait été informé le 3 mai dernier de l'éventuelle contamination, une accusation que récuse totalement Jean Glavany. Le point sur cette polémique, Pascal Golomer. Pas content du tout Jean Glavany aujourd'hui. Pas content du procès que le commissaire européen à l'agriculture, Franz Fischler, fait à la France. À l'origine de l'affaire, un fax envoyé par le ministère de l'Agriculture belge au service français de la répression des fraudes, le 3 mai dernier. Un fax dans lequel il est fait référence à la livraison de 25 tonnes de graisse animale contaminée à la dioxine à la société Alimex en Eure-et-Loire le 25 janvier dernier. Mais le courrier se termine par une phrase rassurante. Les livraisons postérieures au 19 janvier ne devraient pas poser de problème. Les Français oublieront donc ce courrier qualifié de banal et attendront que la Belgique déclenche la procédure d'alerte le 28 mai dernier pour réagir. Une attitude que Franz Fischler ne comprend toujours pas. Il le dit mercredi en conférence de presse à Bruxelles et il l'écrit à Jean Glavany hier. L'information dont la France avait pris connaissance le 3 mai ne lui semble pas pouvoir être qualifiée de rassurante ni de banale. Elle lui paraît au contraire justifier la mise en place immédiate de mesures appropriées. Encore fallait-il, rétorquent les Français, que la Belgique donne vraiment l'alerte. Un pompier, quand il reçoit une lettre, dans sa boîte aux lettres, il ne réagit pas comme s'il recevait un coup de sirène. Quand il se fait une sirène, il va à la caserne de pompiers parce que ces procédures d'alerte, elles sont déterminées. En Europe, quand il y a une alerte alimentaire, on reçoit un label alerte alimentaire et à ce moment-là, on réagit. Quand on reçoit un fax, on ne réagit pas. L'alerte à toute l'Europe, la voici, datée du 28 mai. Le document évoque la contamination à la dioxine d'œufs et de poulets belges.
Lundi, le gouvernement français remettra à la Commission européenne un rapport détaillé sur l'ensemble des mesures qu'il a prises, mais depuis cette date du 28 mai seulement. François Hollande, votre appréciation sur cette affaire de la dioxine. D'abord, est-ce qu'il y a eu manquement, insuffisance ou légèreté de la France, en quelques mots? Non, l'Europe n'a pas agi puisqu'elle a attendu longtemps, parce que les Belges ne l'avaient pas non plus informé. Et donc l'alerte communautaire n'a pas eu lieu avant le 28 mai. Oui. Et donc il n'y a pas pu y avoir de réaction. Il y a quand même une mauvaise appréciation d'un fonctionnaire de la répression des fraudes. Ça prouve donc que les systèmes d'alerte ne sont peut-être pas tout à fait au point, qu'on est de plus en plus exigeant. Ça prouve qu'il faut avoir au niveau européen des normes très strictes et des systèmes de contrôle très fermes, y compris dans les lieux de production de ces farines animales, parce qu'on ne comprend pas qu'il faille attendre qu'il y ait contamination pour qu'il y ait déclenchement d'une alerte. Donc, la proposition que je fais ici, c'est qu'on devrait contrôler sur les lieux même de la production de ces engrais, de ces farines, de ces nourritures du bétail qui sont en fait finalement nos propres nourritures, puisque ça sert à la consommation des produits que nous consommons. Donc il faut absolument que l'Europe soit beaucoup plus ferme et stricte, pas simplement dans les procédures d'alerte, mais dans les procédures de contrôle en amont. Quand on parle de l'Europe, il y a souvent de belles paroles, de belles intentions. Au fond, l'Europe n'est pas d'accord, par exemple, pour interdire ces farines animales. Il faudra peut-être des années pour qu'elles se mettent d'accord. Ça, c'est plutôt un pavé dans votre jardin. Non, je ne crois pas. Le rôle de l'Europe, c'est d'agir et d'agir vite. Elle doit fixer des normes, elle en fixe aujourd'hui, elle doit les contrôler. Elle ne les contrôle peut-être pas assez encore fermement, mais il y a la responsabilité des États. Et je crois qu'il ne faut pas surtout renvoyer à l'Europe une responsabilité qu'elle n'a pas. En l'occurrence, ce qui s'est produit, c'est que les Belges, le gouvernement belge, n'a pas saisi l'Europe et n'a pas déclenché la procédure d'alerte. Laissons un peu la politique de côté, parce qu'il y a votre réaction comme consommateur, père de famille. On voit qu'en effet, il y a des contrôles routiers, que les camions peuvent passer d'une frontière à l'autre. Les gens peuvent être inquiets. Ma réaction, c'est que je propose que l'on contrôle ces farines animales et si c'est nécessaire, qu'on les interdise purement et simplement. Il y a trop eu d'affaires, la vache folle hier, aujourd'hui la dioxine, pour qu'on ne soit pas extrêmement vigilant et ferme et que l'on prenne les décisions appropriées. C'est la responsabilité de l'Europe, c'est aussi la responsabilité des gouvernements. Merci François Hollande, vous restez avec nous et nous nous retrouvons en fin de journal pour la campagne pour les européennes. La campagne donc pour les européennes avec l'appel de ces 8 parlementaires du RPR qui ont décidé hier de rejoindre la liste de Charles Pasqua, un croche-pied dont se serait bien passé Nicolas Sarkozy. Les transfuges étaient présents aujourd'hui à l'hippodrome de Vincennes pour le grand meeting tricolore du tandem Pasqua-de Villiers. Arnaud Boutet, Bruno Liverto. Non, c'est Philippe qui le remplace. Et voilà. On va mettre le feu. Dernière ligne droite. Encouragé par les sondages, le tandem Pasqua-Villiers sautille en chantant et au centre de l'hippodrome de Vincennes s'en remet à Madame Gilda pour connaître les résultats du 13 juin. Mais à l'extérieur de la roulotte, d'autres ne plaisantent pas. Jacques Millard et Nicolas Dupont-Aignan appellent à voter pour la liste Pasqua. Ils font partie des 8 députés et sénateurs RPR qui refusent de suivre Nicolas Sarkozy. Il y a 3 conceptions de l'Europe dans ce scrutin européen dans l'opposition. Comme il y en a 3 à gauche, dédramatisons, exprimons chacun notre sensibilité et puis ainsi le 13 juin au soir, on verra ce que pèse chaque sensibilité. Ce n'est pas Johnny qui met le feu, mais une chanson britannique. Philippe de Villiers ironise sur le futur tiercé gagnant. En regardant la piste, nous apercevions, Charles et moi, la casaque rose, un peu défaite. Juste derrière, casaque décolorée, sur laquelle on peut deviner les lettres RPL, Rassemblement pour le libéralisme. Et juste derrière, il y a une casaque tricolore. C'est la France! Nous appelons à nous rejoindre les hommes et les femmes qui ont au cœur l'amour de la patrie. Sur leur lancée, Charles Pasqua et Philippe de Villiers envisagent maintenant de créer leur propre parti après les élections du 13 juin. À 8 jours des élections européennes, les nouveaux sondages, ce sont d'ailleurs les derniers que nous pourrons vous communiquer. Selon IFOP pour le journal du dimanche, l'écart entre les listes Hollande et Sarkozy ne serait plus que de 4 points. Même tendance pour un sondage CSA France 3. Reste bien sûr l'indécision des électeurs qui est grande. Laura Hakim.
Les dernières salves de sondage donnent toujours la liste de François Hollande en tête toute catégorie entre 20,5 et 22%, soit 4 à 5 points de mieux que son poursuivant Nicolas Sarkozy. Pour le RPR et Démocratie libérale, ce dernier obtient au mieux 17,5% d'intention de vote. Le président par intérim du RPR dispose d'une légère avance sur son concurrent direct à droite, Charles Pasqua, entre 12,5 et 13% pour le sénateur des Hauts-de-Seine. François Bayrou, quant à lui, pour l'UDF, peut compter sur 8,5 à 9% des suffrages. Un score voisin de Daniel Cohn-Bendit, deuxième liste la mieux placée à gauche, entre 9 et 10%. Les Verts sont désormais donnés gagnants dans tous les cas de figure face aux communistes de Robert Hue, lequel, chef de file du PC avec 7,5%, conserve une courte avance sur Arlette Laguiller pour la liste trotskiste. Enfin, à l'extrême droite, la chute se confirme pour les maigretistes qui ne dépassent pas 3,5%. Le mouvement national en recul permanent est systématiquement distancé par le Front lepéniste, entre 7 et 8% des intentions de vote. Dans les Bouches-du-Rhône, fief tenu traditionnellement par les maigretistes, Jean-Marie Le Pen, en campagne, ne s'est pas privé de tirer à vue sur Bruno Maigret, dont les scores crédités par les derniers sondages sont plutôt faibles. Michael Darmon, Blaise-Grenier. Des berlines et des gardiens de Camargue. Le Le Pen Show peut continuer. 41 millions de dotations publiques bloquées depuis la scission arrivent dans les caisses du FN. Mais cette fête des Le Penistes du Sud porte les marques des turbulences qui ont secoué le parti. Cette année, aucune mention des deux villes gagnées par le FN dans le département, mais on fait comme si de rien n'était. Elle ne me semble pas particulièrement différente de celle de l'an dernier. Ah bon. Vous n'y voyez pas une petite différence? Sauf peut-être le stand de Vitrolles, qui n'est peut-être pas là. Mais à part cela, la présence de Maigret ne me manque pas personnellement. Pour les Marignane, pour moi, il ne compte plus. Le lion et le gnome, un panneau résume la guerre Le Pen-Maigret. Une guerre que Le Pen affirme avoir gagnée dans les sondages et dans les prétoires. Alors avant le scrutin des européennes, il lance un appel à Bruno Maigret. Il y a un geste à faire qui ne le sauvera pas, mais qui le grandirait, si j'ose dire, c'est de se retirer sa liste. Si les maigretistes voulaient revenir vers vous, qu'est-ce que vous leur diriez? Les militants, oui, sous certaines conditions. Les chefs, jamais. Dans un champ en Camargue, les fidèles dansent à la gloire du président du FN. Mais après les élections européennes, certains jeunes cadres auraient l'intention d'exiger de Jean-Marie Le Pen d'occuper des places plus importantes dans le parti, afin, disent-ils, de préparer l'avenir. Un nouvel orage pourrait éclater cette fois entre le pénistes. Jean-Paul II en Pologne pour une visite de 13 jours, un retour dans son pays natal. Le Saint-Père est arrivé à Gdansk, ville symbole du mouvement Solidarność. La ferveur et la piété de ce pays à 95% catholique. Alan Chalvran. Gdansk en liesse a fait un triomphe à Jean-Paul II. Jean-Paul II tout heureux visiblement de retrouver sa terre natale pour un voyage de 12 jours qui lui permettra de sillonner le pays du nord au sud et d'est en ouest. Un pèlerinage, le 8e depuis le début de son pontificat et peut-être le dernier, qu'il a choisi de commencer à Gdansk, la ville symbole de la résistance au communisme. Car c'est là que tout a commencé en 1980 au chantier naval, la résistance de Solidarność, l'ascension de Wałęsa. Les chantiers sont toujours là, ils tournent au ralenti et sont devenus un lieu de pèlerinage et de souvenir. Les Polonais ont bien compris le message symbolique de cette première étape. La ville, pavoisée aux couleurs du Vatican, a été prise d'assaut par les pèlerins. Ils sont venus par centaines de milliers de tout le pays, à pied, en train et même en bateau, pour assister à une gigantesque messe à l'hippodrome pour voir, ici plutôt qu'ailleurs, celui qui a tant fait pour la Pologne. Pour nous, c'est le patron pour le changement. C'est la ville symbolique de deux choses. De la révolution, c'est une chose, et de la Deuxième Guerre mondiale. Au Vatican ne cache pas que dans l'esprit du pape, ce voyage est un voyage d'adieu à sa terre natale. Au terme de cette tournée de 12 jours, il aura visité tous les diocèses du pays. Et pourtant, il y a 2 ans, lors de son précédent voyage, on avait déjà dit que c'était un adieu à la Pologne. Alors, qui sait ? Nouveau massacre en Algérie, 19 personnes tuées, 4 autres blessées dans la nuit de vendredi à samedi. La tuerie s'est déroulée dans la province de Mascara, à 300 km à l'ouest d'Alger.
Il y a 10 ans se déroulait le printemps de Pékin. Depuis ces massacres, personne ne veut plus parler en Chine des événements de Tiananmen, à l'exception de ces désespérés qui, malgré la dictature et la répression, se battent pour la mémoire de leur fils. C'est le combat de Ding Ziling, surnommée la folle de Tiananmen, comme il y avait en Argentine les folles de la place de Mai. Isabelle Béchler, Tristan Lebras. Elle fut le symbole du mouvement étudiant. La déesse de la démocratie dominait la place Tiananmen et personnifiait l'espoir de la jeunesse chinoise, un peu déboussolée entre réformes économiques et régime monolithique. Revendication d'ouverture politique, de liberté, de lutte contre la corruption. À quelques mois de la chute du mur de Berlin, les étudiants chinois ont payé leur idéalisme de leur sang. Il n'était qu'un lycéen de 17 ans. Il était très candide. Il croyait qu'il devait s'intéresser à son pays et à l'avenir de son peuple. Quand il a entendu que la place était en danger, il a eu envie de rester avec ses grands frères et sœurs étudiants. Voilà leur manifestation. C'est marqué sur la banderole « Si vous tombez, nous nous lèverons ». Il a payé de sa vie. Depuis la mort de son fils, la nuit du 3 au 4 juin 1989, ce professeur d'université, ancien membre du Parti communiste chinois, n'a plus rien à perdre. Et c'est dans sa douleur qu'elle puise le courage phénoménal de parler de ce sujet tabou à des journalistes étrangers. C'est la pression et la persécution du Parti communiste qui m'ont réveillée. J'ai commencé à me poser des questions et à chercher celles qui avaient eu le même destin, des mères ou des veuves. J'en ai trouvé beaucoup et fait une liste de 155 morts. Le comité constitué par Ding Ziling, une vingtaine de parents de victimes, se sont investis d'une mission historique, obtenir que le Parti communiste révise son jugement sur le mouvement de revendication d'alors. Le printemps de Pékin n'était qu'un commencement, bien qu'il ait été réprimé cruellement. D'ailleurs, les problèmes de la société d'alors sont toujours d'actualité, 10 ans après. Le sang de mon fils n'a pas été versé pour rien. Les 155 victimes que j'ai recensées ne sont pas mortes pour rien. Ce que souhaite Ding Ziling, c'est surtout une réhabilitation des jeunes gens morts pour la démocratie, que le pouvoir cesse de les considérer comme des criminels contre-révolutionnaires. Je n'ai pas su protéger sa jeune vie. Laissez-moi tenir compagnie jour et nuit à son âme qui n'a pas trouvé le repos. Lors du rallye du Forez en Haute-Loire, la sortie de route d'une voiture a provoqué la mort de 3 personnes et blessé 7 autres. Les épreuves ont été annulées. Didier Guyot. Tout s'est passé très vite sur cette petite route de campagne qui relie Saint-Chamond à Saint-Étienne. Une voiture de rallye surgit à toute allure, 130, 140 km/h peut-être, et soudain c'est la sortie de route. La voiture percute un poteau, décolle de la route et vient s'écraser sur un groupe de spectateurs. Le bilan est lourd, 3 morts, 5 blessés, dont 2 graves. Chez les pilotes, c'est la consternation et la tristesse. La course est arrêtée. Ils savent qu'ils vont très vite et que l'accident peut arriver. Les 3 morts pèsent lourd, mais ils ne veulent pas pour autant être montrés du doigt. Ça fait partie de la course, il y a des risques, on les connaît, on les assume. La sortie de route en fait partie. C'est vrai que c'est malheureux quand ça se termine avec des spectateurs qui sont tués parce qu'on n'est pas là pour tuer des gens sur les routes. Mais le pilote ne doit pas être considéré comme, je dirais, pire qu'un malfaiteur ou qu'un voleur de voiture. Grisés par l'événement, bon nombre de spectateurs s'approchent peut-être un peu trop près des voitures qui passent. Or, les rallyes sont dangereux, il faut être en retrait. Il m'arrive d'aller voir des rallyes en tant que spectateur. Le dernier que je suis allé voir, c'est le Charbonnière. J'ai été dans 2 virages différents. J'étais à 30 ou 40 mètres en retrait de la route, à 3 ou 4 mètres de haut. Je prends mes responsabilités. Mais ici, ce n'est pas le cas. Les spectateurs ont respecté les règles de sécurité. Ils ne mordaient pas sur la route, c'était massé derrière des banderoles. C'est plutôt une erreur de pilotage qui pourrait être à l'origine du drame. Une vitesse excessive et une approche d'un virage mal maîtrisé. Une enquête est actuellement en cours. Pilotes et copilotes de la voiture, ainsi que les organisateurs du rallye, ont été entendus par les policiers. Journée nationale aujourd'hui et demain de la Croix-Rouge. Comme chaque année, l'appel à la générosité et à la solidarité des Français. L'exemple à Castelsarrasin d'une des nombreuses réalisations de la Croix-Rouge avec la distribution de vêtements à bas prix dans une boutique. Diego Garcia, Yann Moine. Vitrines soignées, vêtements de qualité. Difficile de faire la différence avec les autres magasins.
Pourtant, cette boutique n'est pas comme les autres. Avec ce nouveau concept, la Croix-Rouge veut révolutionner le don des vêtements en France. C'est pour tous les gens les plus démunis, ils ont le droit d'avoir une belle vitrine, de belles présentations. Une présentation attirante pour les démunis comme pour les autres, car ce magasin est ouvert à tous. Souvent ils rentrent ici et puis se disent au dernier moment, mais mince, on est à la Croix-Rouge, quand ils voient nos badges. Une clientèle variée afin de favoriser les échanges et pour oublier les différences, rien de tel qu'un lieu accueillant. Je suis bien accueillie, même le chien il est bien accueilli. Accueil chaleureux donc dans un magasin spacieux, clair, ordonné. Nous sommes loin de l'image des locaux habituels. Chacun peut choisir et essayer comme dans n'importe quelle autre boutique. Les plus démunis se sentent comme de vrais clients. Et s'il y a de plus en plus de choix, de plus en plus de qualité, c'est parce que le magasin marche très bien. 20 000 francs par mois de recettes permettent à la boutique de s'autofinancer. Ici, une chemise coûte 10 francs et un pantalon 30. Quand on ne gagne pas énormément, on est content quand même de bien s'habiller dans des vêtements propres et corrects. Je crois que c'est ça le principal des magasins de la Croix-Rouge de Castel. Ils sont dans une vraie boutique et je pense que c'est le concept qu'on doit développer dans toute la France. Pour l'heure, la Croix-Rouge s'est dotée de 3 autres boutiques. En cyclisme, ce coup de théâtre en Italie avec l'exclusion pure et simple du champion vedette Marco Pantani du Giro après un contrôle sanguin surprise qui a montré un taux d'hématocrite trop élevé. Julien Richard. Alors que l'étape du jour est déjà partie, le champion italien prend le temps de réagir avant de repartir chez lui. Je suis revenu après 2 gros accidents, mais cette fois-ci, moralement, je touche le fond. Pour l'instant, je voudrais seulement un peu de respect et je salue les tifosi. Marco Pantani est sanctionné car son taux d'hématocrite s'élève à 52%. Un chiffre qui représente un taux anormalement élevé de globules rouges dans le sang. Exception naturelle ou prise d'EPO, difficile de savoir. Du coup, l'Union cycliste internationale impose aux coureurs ayant un taux supérieur à 50% un arrêt de travail de 15 jours. Marco Pantani doit abandonner le Giro et son maillot rose de leader. Avec lui, c'est toute l'équipe Mercato Nuno qui, par solidarité, n'a pas daigné prendre les départs du jour. L'avenir de Marco Pantani est bien obscurci. Vainqueur du dernier Tour de France, le champion italien ne devrait pas participer à l'édition 99. De toute façon, Marco Pantani avait dit de longue date qu'il ne venait pas au Tour de France 1999. Donc vous pouvez comprendre qu'à moins d'un mois du Tour, j'ai l'esprit tourné vers le Tour de France 99. Ceux qui vont le faire, ceux qui ont dit qu'ils aimaient le Tour de France et ceux qui vont mériter de faire le Tour de France. Ça m'intéresse. Un Tour de France sans son dernier vainqueur et le Tour d'Italie sans son leader. Du coup, c'est Ivan Gotti, au terme d'une étape agitée, qui endosse le maillot rose sous les sifflets du public. Tennis avec à Roland-Garros pour la 6e fois la victoire de Steffi Graf qui a donc remporté la finale dames cet après-midi en battant Martina Hingis, tête de série numéro 1, 4-6, 7-5, 6-2. Un match époustouflant pour Steffi Graf qui va fêter dans quelques jours son 30e anniversaire. Une génération qui tient le choc. Christelle Bertrand, Maryse Richard. Plutôt 2 fois qu'une, Steffi Graf embrasse son 6e trophée. La coupe est remplie d'émotions. Martina Hingis est sortie du couvre, elle réapparaît décomposée dans les bras de sa mère. À 18 ans, Hingis vexée a pris une leçon d'humilité. Martina, je voudrais dire que tu auras tellement d'autres occasions de gagner. Ne t'inquiète pas pour cela. Mais pour gagner, il va falloir changer de comportement. Martina Hingis est numéro 1 mondial. En finale, elle a été championne de la provocation. L'arbitrage laisse à désirer. Hingis change même de côté pour donner son avis. Graf, excédé, n'a eu qu'une seule réponse, gagner. Et cela n'a pas été facile. Le premier set est remporté par Martina Hingis. 6 jeux à 4, la Suissesse attire Graf au filet. Hingis applique parfaitement la tactique. Mais Graf a l'expérience et la patience sur terre battue. L'Allemande hausse son niveau de jeu et prend de vitesse Hingis qui perd la 2e manche 7-5. La Suissesse montre des signes de fatigue. Pour les 2 joueuses, le 3e set se joue sur les nerfs et c'est Hingis qui craque la première. Dernier coup d'esbrouf, Hingis sauve une balle de match, mais les jeux sont déjà faits. Graf mène 5-2. Hingis a tout gagné sauf Roland Garros. La petite fille trop gâtée du tennis s'incline encore une fois.
La Suissesse a déclaré qu'elle trouvait Steffi Graf trop vieille pour gagner. À 30 ans, l'Allemande lui a prouvé le contraire, de la meilleure manière. À Saint-Jean, Cap-Ferrat, le Français Loïc Leferme a battu le record du monde d'apnée No Limits en descendant à 137 mètres pour une durée de plongée de remontée de 3 minutes 02. Cette discipline n'est pas officiellement homologuée, mais elle est extrêmement populaire depuis le Grand Bleu de Luc Besson. Il s'agit de descendre le long d'un câble avec un lest libre et de remonter à la surface à l'aide d'un ballon gonflable. Loïc Leferme a 28 ans. Il détenait déjà le record de France. Nous retrouvons maintenant François Hollande pour cette page spéciale consacrée à la campagne pour les européennes. Dans votre programme, et je dirais dans l'actualité de cette semaine, le pacte économique pour l'emploi. La réunion s'est achevée hier à Cologne et j'ai envie de dire, vous êtes déçus? C'est une première étape. Il y a eu l'objectif. Pour la première fois, on parle de l'emploi en Europe. Ça peut paraître quand même paradoxal. On a été capable de faire une monnaie unique, un grand marché, et on ne serait pas prêt à faire l'Europe de la croissance et de l'emploi. Pour la première fois, on l'inscrit dans un Conseil européen. Oui. Alors maintenant, ce qui compte, c'est le contenu. Vide. Alors qu'est-ce qu'il y a? Justement rien. C'est le contenu. Mais si il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de combat, pourquoi aller voter pour les élections européennes? C'est bien parce qu'on veut porter une idée, mais pas simplement une idée, pas simplement une coquille. On veut porter des propositions. Oui, mais alors justement, ces propositions, apparemment, elles n'ont pas été retenues. Il semble qu'on ait préféré plutôt les convictions de Tony Blair, plus libérales. Alors je vais prendre des exemples qui sont dans votre programme. Hein. Par exemple, les 35 heures. Non, donc, les 35 heures n'étaient pas dans le débat du pacte dans européen. Mais dans votre programme. Qu'est-ce qui est proposé européen dans ce pacte européen pour l'emploi? Qu'on réfléchisse dans chaque pays sur la meilleure façon d'organiser le travail pour créer le plus d'emplois possible. C'est un premier point. Deuxième point, l'insertion des jeunes. Nous, on propose des emplois jeunes, c'est ce que l'on fait en France. L'insertion des jeunes figure dans le pacte européen pour l'emploi déjà depuis plusieurs mois, à l'initiative du gouvernement Lionel Jospin. Troisièmement, ce qui manque, puisque vous m'interrogez, il manque le programme des grands travaux. Il manque d'être suivi surtout. Non. Apparemment, des gouvernements qui, eux, sont la plupart des gouvernements socialistes. Souvent, vous ne manquez pas de le rappeler, en effet. À juste raison, je vous remercie. À juste raison. Oui, mais là, ils ne vous suivent pas. Si, mais écoutez, c'est pas parce qu'ils sont tous socialistes qu'ils vont faire tout ce qu'on leur demande. Donc, on est obligé de les écouter. Donc, nous, on leur demande un programme pour de grands travaux. On propose un emprunt européen. On propose aussi une harmonisation fiscale, de façon à ce qu'on baisse la fiscalité sur la consommation, la TVA, et qu'on augmente les revenus du capital. Alors, par exemple, cette mesure-là... À quoi ils ont dit oui, à quoi ils ont dit non? Eh bien ça, ils ont dit à l'harmonisation fiscale, ils ont dit oui, c'est la prochaine étape et ça doit se faire en Finlande. Et pour l'instant, pour les grands travaux, c'est pas encore fait. Alors, ce qu'il faut dire, c'est, écoutez, il faut aussi voter pour ça. Et sinon, il n'y aurait pas besoin de campagne, puisque tout serait fait. Je ne fais pas campagne pour dire il n'y a que des gouvernements socialistes, il n'y aurait plus rien à faire, au contraire. Bon, je retiens quand même que c'est forcément une déception. Alors, non, sur l'emploi, une déception. C'est un premier pas, une première étape. Sur l'emploi, concrètement, toujours dans votre programme, vous n'avancez aucun chiffre, aucun objectif précis, quantifié. Bon, mais ça, c'est un peu facile. Non, nous proposons sur la croissance, par exemple, nous, de faire un objectif chiffré et justement de mettre un calendrier pour l'atteindre. Parce que on a été capable de le faire pour la monnaie unique. Pour la monnaie unique, il y a des critères. Souvenez-vous des critères de Maastricht. Eh bien, on doit faire la même chose pour l'emploi. Et je propose qu'il y ait un objectif de croissance, un objectif d'emploi et des critères pour les atteindre. On peut faire la même chose que ce qu'on a fait déjà en Europe. Alors une dernière question sur ce sujet. Vous avez abandonné l'idée d'un salaire minimum européen? Non, nous proposons un traité social parce que c'est important que sur ce grand marché dont on a vu les dérives, les profits des marchands d'aliments pour le bétail, eh bien, il faut être capable d'avoir des normes aussi au plan social, d'avoir des règles qui soient suivies par tous les pays. Alors, un mot sur la campagne, mais un mot important. Les sondages, on ne va pas forcément les commenter. Il reste encore 8 jours avant les élections. En revanche, ce qui peut paraître inquiétant, c'est que 50% des électeurs pourraient s'abstenir. Alors, à qui la faute? Est-ce que vous n'avez pas su mobiliser, vous les politiques? On peut dire ça. On peut dire aussi qu'il y a eu des événements suffisamment graves pour que les préoccupations des Français et des Européens se portent ailleurs. Je pense notamment au Kosovo. Et puis parce que aussi l'opposition, la droite, n'a pas fait une campagne européenne. Mais l'important n'est pas là. Moi, je veux faire une campagne utile. Utile pour les Français et pour les Européens. Et la seule façon d'être utile, c'est qu'après le 13 juin, on puisse faire ce pacte européen pour l'emploi, qu'on puisse faire ce traité social avec des règles partout suivies en Europe. Et je ne voudrais pas qu'on fasse une campagne avec peut-être de l'abstention, mais surtout rien après. Et c'est pour ça que je dis, oui, effectivement, nous sommes dans cette campagne avec les socialistes européens. Ils ne pensent pas forcément comme nous, mais ils ont envie d'aller dans la même direction. Et ça vaut la peine d'arriver en tête en France, je le demande, mais aussi d'être majoritaire au Parlement européen à gauche. Et vous irez siéger à Strasbourg? Et j'irai siéger à Strasbourg pour mener à bien cette politique. Donc ça, c'est une certitude. Oui. Bon, peut-être une dernière question, une bonne question d'aller voter.
Une bonne raison, en tout cas, pour les jeunes générations, pour tous ceux qui nous écoutent et qui finalement ne sont pas convaincus. L'Europe, elle a montré son existence au Kosovo. Elle montre ses faiblesses sur, justement, la grande cause de l'emploi et de la justice sociale, de la réglementation sociale. C'est quand même une bonne condition d'aller voter. L'Europe, elle va s'occuper de notre avenir. À nous de s'occuper de l'Europe. Occupons-nous de l'Europe. Merci François Hollande d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres. Le retrait des forces serbes au centre des discussions à Blace entre généraux de l'OTAN et de l'armée yougoslave. Il ne resterait que des points de détail. Le déploiement d'une force de paix pourrait commencer dès lundi. Les discussions reprendront demain. La crise de la dioxine prend de l'ampleur. En Belgique, les rayons des magasins continuent de se vider. Publication d'une liste noire et déclaration du Premier ministre qui tente de rassurer. Dans un instant, la météo Isabelle Martinet, 20h50, surprise partie, présentation Pascal Sevran. À 1h30, le dernier journal, Laurence Ostolazza. Demain à 7h dans Théo Café, Catherine Sellac recevra Paloma Picasso. Midi, polémique, Michel Cotta aura pour invité François Hollande et Alain Madelin. Je vous retrouve demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.